Donc, merci à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et PIPSA de nous avoir invités à prendre la parole ce soir. Je salue les autorités coutumières et les autres leaders aussi présents. Mon discours, je l'ai écrit en australien. Je parle en français ce soir et la traduction refait en anglais. Donc, j'espère que nous nous débrouillerons ensemble pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce soir, pour suivre les intervenants précédents, je souhaite aborder la question de la souveraineté et les concepts tels que la souveraineté partagée en examinant le rôle actuel de la France et de la Nouvelle-Calédonie dans un contexte régional. Le professeur Chauchat, Madame Blaise ont mis l'accent sur les changements ici en Nouvelle-Calédonie. Mais en revanche, je voudrais parler de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional et de ses relations avec le Forum des îles du Pacifique et les pays indépendants avoisinants. Le processus de décolonisation ici, poursuivi par les accords de Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa, comporte un certain nombre d'éléments uniques. Mais ces éléments ont également joué un rôle important dans les débats sur l'autodétermination dans d'autres territoires non autonomes du Pacifique, de Bougainville à Timor-Leste. Et donc, c'est important que nous regardions ce débat ici dans un contexte un peu plus grand. Je regarde la montre. Si je peux commencer avec ma conclusion. Je tiens à suggérer que le débat sur la souveraineté partagée et souveraineté ilienne exagère l'autonomie de le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au cours de la période actuelle au niveau régional. La France, le contrôle en cours des compétences régaliennes par l'État français assure un contrôle effectif des politiques clés en matière des affaires étrangères et de sécurité, en dépit des changements importants en matière de pouvoir administratif et juridique en vertu de l'accord de Nouméa. Et cela peut créer des problèmes pour les pays avoisinants. Depuis 2016, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont membres à part entière du Forum des îles du Pacifique. L'influence de la France, donc, s'est accrue au sein de cette principale structure politique régionale. Et ce inquiète certains responsables des pays insulaires. Notre discussion ce soir sur la souveraineté est également encadrée par le contexte géopolitique actuel, dans lequel les puissances occidentales cherchent à contenir la Chine en tant que puissance économique et politique croissante dans la région Indo-Pacifique. Comme l'a déclaré le président Emmanuel Macron lors de sa visite en Australie et en Nouvelle-Calédonie en mai l'année dernière, la France se considère comme une puissance de l'Indo-Pacifique en raison de son contrôle colonial des territoires non autonomes dans les océans Indiens et Pacifiques. Là, il a dit, la France est une grande puissance de l'Indo-Pacifique. Elle est une grande puissance à travers de tous ces territoires. Et la vision du président Macron d'un axe France, Inde, Australie est bien accueillie par notre gouvernement australien. Depuis 2012, les deux gouvernements ont signé 3 accords de partenariat stratégique en Océanie. Et les premiers ministres récents de mon pays ont présenté la France comme un allié occidental stable et démocratique dans le Pacifique Sud, dans une époque où l'influence chinoise est croissante. Aux côtés du président Macron à Sydney l'année dernière, le Premier ministre Malcolm Turnbull a déclaré « La France est une puissance du Pacifique » et sa présence ne peut qu'être bénéfique pour l'Australie et pour la région en général.
Cette défense de la France au cours dans le Pacifique Sud soulève la question de notre époque où de nombreux débats sur l'autodétermination et indépendance politique sont en cours dans la région. De la Papouasie occidentale à Bougainville, qui organisera un référendum de l'autodétermination en octobre, en passant par la Polynésie française, Guam et bien sûr ici, dans la Nouvelle-Calédonie. J'ai étudié avec intérêt les articles de Mme Blaise, Jared Pinson, avant d'arriver en Calédonie, et son idée d'une souveraineté ilienne. Dans un article publié en 2017, et ce soir, les auteurs ont expliqué ces 5 exemples mettant en lumière cette forme émergente d'une souveraineté ilienne parmi les territoires non autonomes comme la Nouvelle-Calédonie. Mais je ne suis pas complètement persuadé que, par exemple, de voter non lors d'un référendum de l'autodétermination est un signe d'émancipation. Je ne suis pas sûr non plus que certains de ces éléments soient spécifiques aux territoires non autonomes. Par exemple, la question des budgets territoriaux. Je pense que, par exemple, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une nation indépendante, manque de revenus intérieurs et elle est compensée par des transferts financiers considérables venant de l'Australie, mais autres partenaires bilatéraux, même que c'est un pays complètement indépendant. Et nous voyons la même chose entre la France et Vanuatu, où la lutte acharnée pour l'indépendance n'a pas rompu une relation en cours. Et dans les pays du Pacifique indépendants, Vanuatu, les îles Solomon, la Papouasie, sont en mesure de faire appel à divers partenaires pour obtenir des prêts, des subventions. Celles-ci incluent des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, des organismes des Nations unies, des mécanismes de financement mondiaux tels que les fonds verts, par exemple, pour le climat, et aussi des partenaires de développement bilatéraux qui fournissent une aide publique au développement. Et de toute évidence, un Kanaki Nouvelle-Calédonie, si c'est indépendant, si c'est le futur, serait en mesure de diversifier ses revenus en tirant parti de ses sources internationales entre eux. Cela réduit également le problème que nous, les Australiens, appelons boomerang aid. Comme un boomerang, la France jette l'argent vers la Nouvelle-Calédonie, mais elle retourne à Paris. Et donc, ça c'est un débat avec l'argent versé vers la Calédonie comme la Papouasie. Malgré ça, l'accord de Nouméa a mis à point des éléments uniques qui ont suscité l'intérêt de la région. Par exemple, la longue transition vers un référendum sur l'autodétermination a été adoptée par les négociateurs de la paix à Bougainville. Ils ont délayé leur référendum selon le modèle de l'accord de Nouméa. Le concept de transfert irréversible des compétences de Paris à Nouméa suscite l'envie de certains gouvernements dans la région. Vous connaissez que dans l'accord de Nouméa, la diplomatie régionale est une compétence partagée et la Nouvelle-Calédonie a le pouvoir de négocier et je cite, de conclure des accords avec des pays relevant de sa responsabilité. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris des mesures intéressantes pour éteindre ses capacités. Par exemple, ils ont créé un département de coopération régionale. Ils forment des représentants qui travailleront dans les ambassades de France à Suva, à Port Moresby, à Port Vila. Je salue Mme Ouetté, ici présente ce soir, un de ces ambassadrices futures. Mais il ne faut pas exagérer l'ampleur de cette innovation. Les accords conclus par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doivent toujours être ratifiés par la France.
ou le Parlement français. Et le gouvernement local de Nouméa doit toujours respecter les obligations internationales de la France. Donc il y a des limites avec cette souveraineté. En tant qu'observateur du Forum des îles du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie est devenue plus tard membre associé en 2006 et membre à part entière en 2016. Toutefois, la région océanienne a largement perçu sur le fait que la décision des leaders de 2016 inclure la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Mais ça a donné à l'État français une influence accrue sur la politique régionale, spécialement la politique de sécurité militaire. Le gouvernement de Nouméa et de Papeete ont du mal à contredire la politique de l'État dans ces domaines. À titre de preuve, si je peux citer un entretien que j'ai mené en 2017 avec M. Thierry Lataste, le haut-commissaire de la République ici en Nouvelle-Calédonie. Dans cette entrevue, M. Lataste a souligné que l'État français autorisait les dirigeants néo-calédoniens à jouer le rôle de porte-parole de la France dans ces forums. Je cite, « L'accord de Nouméa et la loi donnent pas mal d'outils, puisque la France peut faire de Philippe Germain et le prochain président, peut-être, son porte-parole. Puis lui confirmer un mandat peut lui mettre à côté de lui des hauts fonctionnaires spécialistes des questions qui sont élevées. » Il a ajouté qu'il y a au moins de légitimité son rôle comme porte-parole de l'État, pour signer au nom de la France des documents, parler au nom de la France. Après, on peut avoir des comportements provocants où ils se disent le contraire de la position nationale. Ça deviendrait compliqué. Donc, je veux poser des problèmes compliqués, parce qu'il y a certaines limites de la soi-disant souveraineté ilienne dans cette situation. Et en ce qui concerne ce défi dans le monde réel, il existe de nombreux domaines où les intérêts de l'État français et ceux des peuples colonisés, Kanaks, Maoris, Wallisiens, divergent. Notamment en ce qui concerne la politique des océans, le changement climatique, le contrôle des zones économiques exclusives et la gestion des ressources. Et ce sont précisément les domaines au cœur de la nouvelle politique régionale que les dirigeants du Forum ont qualifié de Blue Pacific, le Pacifique bleu. Oups. Donc, comme a souligné le Premier ministre de Samoa, Tuilepa, il y a 2 ans, c'est la priorité au Blue Pacific comme moteur principal de la formation des politiques collectives du Forum. Dans une étude récente que j'ai préparée, pardon. Can I go back? Attention. OK. J'ai préparé une étude de France and the Blue Pacific, la France et le Pacifique bleu. Et là-dedans, j'ai détaillé un certain nombre de préoccupations des pays membres du Forum concernant cette tension politique entre l'État français et les gouvernements des collectivités françaises du Pacifique. Ceci inclut, comme vous verrez, l'incertitude sur le statut juridique des territoires au sein du Forum. Par exemple, la France a dû signer le traité pour que la Calédonie, la Polynésie, peut être membre à part entière du Forum. Leur incapacité de signer des traités internationaux, par exemple l'accord de Paris sur le changement climatique, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, etc. L'élaboration de la politique de sécurité dans le cadre
de la structure, le comité régional de sécurité du Forum, et aussi la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Parce que nous connaissons que la défense, les militaires, c'est une compétence régalienne de l'État, de la France, et pas la Nouvelle-Calédonie. Il y a d'autres questions relatives au travail des autres agences du Forum. Par exemple, l'agence des pêches du Forum des îles du Pacifique. Il y a des négociations à l'heure actuelle entre les pays insulaires et l'Union européenne. Et ça pose des problèmes pour la Polynésie et la Calédonie. Est-ce qu'ils soutiennent la politique du Forum ou est-ce qu'ils soutiennent la politique, au nom de la France, de l'Union européenne? Et pour les pays voisinants, ils regardent un peu un problème qui arrive parce qu'il y aura un traité post-Cotonou après 2020 pour une nouvelle relation entre les pays insulaires et les territoires, les anciennes colonies, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et donc pour les membres du Forum, la Calédonie, la Polynésie, il y aura des problèmes dans ces négociations parce qu'ils sont des Européens. Donc, le gouvernement français se présente comme un arbitre neutre entre partisans et opposants à l'indépendance. Mais l'État français, une puissance mondiale moyenne, a ses propres intérêts stratégiques et géopolitiques dans le Pacifique. Et l'État travaille pour faire progresser ses intérêts, alors que la tension internationale se tourne vers les océans et la soi-disant économie bleue. Pour une raison très claire, on peut regarder la taille des zones économiques exclusives dans le Pacifique. Et comme le disait l'ancien ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Langevin, Madame Paul Langevin a dit au Sénat, c'est grâce aux Outre-mer que la France peut afficher 11 millions de kilomètres carrés de domaine maritime. Et la France peut devenir leader mondial dans le développement mondial de croissance durable et émancipatrice, la croissance bleue. Donc, il y a une politique française qui veut gérer ces zones. Et pour que la France puisse faire avancer cet agenda, elle doit définir les limites souveraines de son territoire revendiqué dans la région. Et c'est un débat qui continue à l'heure actuelle au sein du Forum. J'ai interviewé Mme Meg Taylor, la secrétaire générale du Forum l'année dernière, et c'est une priorité pour le Forum pour régler les frontières entre les pays de cette région. Mais il y a des problèmes avec ça. Et vous connaissez que depuis longtemps, il y a une bagarre sur le contrôle souverain des îles Matthew et Hunter entre la Nouvelle-Calédonie et la France et la Nouvelle-Calédonie. Et les tentatives actuelles de la France d'étendre ses frontières maritimes par l'intermédiaire de la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental se sont heurtées sur les intérêts souverains des États voisins comme Vanuatu. Et aussi, il y a le problème avec la politique du FLNKS et les chefs coutumiers de ce pays. Il y a eu un accord de Keamu de 2009 où le FLNKS et le Sénat coutumier a tous les deux convenu que Matthew et Hunter, ces îlots, étaient historiquement sous le contrôle des chefs coutumiers de Vanuatu. Et donc, c'est un des nombreux domaines où le contrôle actuel par la France des compétences régaliennes entre en conflit avec les intérêts des peuples autochtones, de ses collectivités et de ses voisins. Ici, comme professeur Chauchat dit que ce processus avec l'accord de Nouméa continue pour un long temps, je pense qu'il y aura plus de moments où il y a ces tensions. Et l'opposition de longue date de la France au principe
et la pratique de l'ONU en matière de décolonisation et aux résolutions nombreuses et répétées de l'Assemblée générale de l'ONU sur le droit à l'autodétermination sont au cœur de ce débat. Par exemple, une disposition centrale des résolutions successives indique que les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes. Les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes. Et lors des réunions du comité spécial de la décolonisation, les leaders kanaks et maoris ont souligné l'importance du contrôle des ressources et de la gestion en tant qu'outil de développement. Et cette vision est en contradiction directe avec la politique française en matière de contrôle des métaux stratégiques, politique réaffirmée par la création d'un comité pour les métaux stratégiques et un comité interministériel de la mer. Et donc, malgré le statut d'autonomie de la Polynésie française de 2004, octroyant au gouvernement local des compétences sur les zones économiques exclusives, l'État conserve le contrôle des métaux stratégiques. Et c'est une tension fondamentale au moment que la communauté du Pacifique, le CPS ici en Nouméa, aide les pays membres du Forum à élaborer une législation sur l'exploitation minière en eau profonde. Et Richard Toyava, ancien sénateur de la Polynésie française, a déclaré devant le comité spécial de décolonisation: nous avons toujours insisté sur le caractère central de la question des ressources en tant que question centrale de notre développement futur. Et je pense que c'est aussi une question pour ce pays. Si les peuples colonisés et le peuple calédonien gèrent ses intérêts dans les océans. Pour finir, j'ai peur que tant que l'État français maintiendra son rôle en matière de sécurité et de politique des affaires étrangères, cela continuera de provoquer des divisions au sein de la région. Même si les électeurs de la Nouvelle-Calédonie devaient adopter un nouveau statut politique après le référendum sur l'autodétermination, la Polynésie française et Wallis et Futuna restent sous le contrôle de l'État français sans la protection juridique créée par l'accord de Nouméa dans la Constitution française. Et c'est quelque chose d'important, parce que c'est important pour les Calédoniens, pour rappeler que c'est aussi la Polynésie au sein du Forum. Ici, 2016, un symbole important. M. Fritsch, qui porte une chemise océanienne, qui parle en anglais dans cette réunion. M. Jamin, cravate, costume, qui parle français. Donc l'intégration de la Polynésie et la Calédonie, il y a des histoires différentes, des relations différentes. Et c'est important pour parler pas seulement de la Calédonie et son futur dans la région, mais aussi les voisins. Et malgré la décision politique prise par les dirigeants du Forum d'inclure la Calédonie et la Polynésie en tant que membres à part entière du Forum, il est clair que de nombreux responsables et diplomates ne considèrent pas les collectivités françaises comme des partenaires égaux. Je cite un rapport confidentiel d'une mission ministérielle du Forum en Polynésie française qui disait que bien que la France ait accordé à la Polynésie un plus grand contrôle de certains points, ces concessions n'incluent pas la capacité de mener une politique étrangère à part entière ou de participer indépendamment à la totalité des aspects de la politique extérieure menée par le Forum. Donc il y a beaucoup de problèmes qui commencent à créer des divergences au sein de cette
organisme important régional. Et je pense que c'est nécessaire que la Calédonie continue à discuter avec des autres forces vives de notre région. Et rappelons aussi que une rapide survol du statut d'autonomie de la Polynésie française, ou le statut de 1961 de Wallis, qui reste encore en vigueur, montre les compétences étendues qui restent entre les mains de l'État colonial français ne correspondent pas à ceux obtenus en vertu de l'accord de Nouméa. Et donc, pour citer les compétences régaliennes de l'État en Polynésie, c'est en anglais, donc c'est peut-être difficile de lire, mais je dois finir, donc je continue très vite avec cette compétence de l'État en Polynésie française, et puis celui-ci aussi, les situations très différentes. Donc, pour finir, alors que les Calédoniens envisagent de sortir du processus de l'accord de Nouméa en cours de 5 ou 10 ou combien d'années, les paroles de Jean-Marie Tjibaou résonnent encore. C'est la souveraineté qui nous donne le droit et le pouvoir de négocier les interdépendances. Pour un petit pays comme le nôtre, l'indépendance, c'est de bien calculer nos interdépendances. Merci.